Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Design and Critical Thinking. Je suis Kevin. Et moi, c'est Daniel. On est deux designers et puis on aime bien causer ensemble. Mais en fait, on le fait pas assez souvent. Et ce podcast, c'est d'ailleurs juste une bonne excuse pour nous de se rencontrer et de parler de nos métiers. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de design d'entreprise, start-up et agence. Et on va essayer de dépatouiller un peu tout ça. Est-ce qu'il y a des grosses différences entre ces différents types d'activités liées au design dans différents environnements? On va aussi essayer de juger un peu, est-ce qu'il y a des différences au niveau de maturité entre ces différents environnements. Et puis, on va parler d'un gros morceau, je pense, qui est autour de comment on fait remonter la connaissance. Il y a aussi un peu d'aspect éthique dans l'entreprise quand on est un designer, qu'on soit justement externe en tant qu'agence ou dans une start-up ou dans une grosse boîte. Pour ça, aujourd'hui, on a encore la chance d'avoir Géraud avec nous et bien sûr Daniele. Et je vais lancer les hostilités, je pense, en demandant à Géraud, notre cher invité, d'essayer de définir un peu ce qu'il entend par le design d'entreprise et peut-être aussi les différences qu'il voit, lui, ce que tu vois, toi, donc, Géraud, avec différences entre l'entreprise, la start-up et l'agence. Je pense que tu as pu vivre les trois, donc tu auras du bon retour à nous faire là-dessus. Cool. Salut Kevin, salut Daniel. Merci de m'inviter encore aujourd'hui. Comme je m'étais présenté la dernière fois, je bosse pour Romand Énergie dans le lab d'innovation. Romand Énergie, on est 900 là autour de Lausanne principalement. Mm-hmm. Et puis on va dire qu'on est déjà un peu une grosse boîte, quoi. Mais par le passé, j'ai bossé en agence, différents types d'agences. Et puis, je coach aussi des startups. Donc, c'est clair que ces trois environnements, je les connais ou je les ai connus ou puis je les ai pratiqués, soit en tant que de l'interne, soit quand j'étais quand j'étais dans différentes entreprises avant, j'ai pu bosser avec des agences. Enfin, voilà, il y a un peu tout ce petit bazar, quoi. C'est assez drôle. En fait, je pense que la grande différence qu'on va avoir entre déjà ce qu'on va appeler l'agence et le client, que le client soit une start-up ou une plus grosse boîte, il va déjà y avoir un gros bout autour de la confiance, en fait, et de l'accès à l'information. Quand on est une agence, en fait, on reçoit un brief en nous disant « Ah, il faut que vous fassiez ça, blablabla ». Quel que soit le job à faire, on reçoit ce briefing. Puis ce briefing, en fait, on ne sait pas trop, quand on est une agence, à quel point on peut sortir de ce cadre, pas sortir de ce cadre, et puis à qui on va devoir présenter, et genre de choses. Le rôle, ou le jeu quand tu es agence, c'est d'aller creuser un peu plus loin pour récupérer ces petits bouts d'informations pour pouvoir être meilleur que ton concurrent, quoi. Il y a vraiment ce côté-là. Et puis, à l'inverse, quand tu es en interne, start-up ou grosse boîte, en fait, tu bosses pour toi, tu connais tous ces paramètres en fait qui vont influencer ton design. Mais pour le coup, tu vas peut-être être le seul designer de ton équipe ou les trois designers dans l'équipe, puis pour toute la boîte. Puis là, tu vas peut-être manquer cette force que tu peux avoir quand tu es l'agence. Ouais. Et puis là, encore une petite différence entre la grosse boîte et la start-up. La grosse boîte, quand tu vas designer quelque chose, ça doit s'intégrer dans un truc plus gros. Il y a des processus, des politiques, d'autres produits, d'autres trucs. Puis quand c'est la startup, en fait, tu vas vite. Parce que quand tu designes un truc, tu n'as pas un espèce d'historique énorme à tenir. Oui. Et puis, cette agilité interne. Ouais, la legacy est moins présente, c'est clair. Et puis, on va dire aussi que le CEO, il est assis à côté de toi la plupart du temps aussi. Ouais. En termes de rapidité de prise de décision, tu as une force de frappe qui est sans égale par rapport à la grosse entreprise. Ouais, c'est clair. Et toi, du coup, Daniele, est-ce que tu peux nous donner un peu déjà de ce que tu as vécu comme type d'expérience et puis ce que tu retires comme grosse différence, voir aussi s'il y a des points de concordance avec ce que vient de nous donner Géraud. Alors, moi, j'ai pas encore vécu la startup, du coup, je serais aussi vachement intéressé après à entendre un peu plus là-dessus. Mais moi, j'ai fait plutôt de l'agence et puis maintenant, je suis en grosse boîte qui a un système un peu fédéral, tu vois, donc qui a ce système de, t'as la grosse
la grosse entité en haut, mais après, tu as des cantons et puis tu as des communes, donc qui a un peu ce côté à la fois grosse boîte, mais en même temps toute petite boîte par moment. Et Ouais. puis pour moi, le premier apprentissage que j'ai eu dans la transition entre agence et puis in-house, c'était le fait de dire, ouh, ça prend plus long. C'était super intéressant de voir qu'en fait, il y avait. Alors, j'ai deux, trois intuitions du pourquoi, mais de voir, ah, mais tout d'un coup, ça devient plus compliqué et ça prend plus de temps pour arriver au même résultat que celui que j'étais habitué en agence. Puis je pense qu'il y a un des premiers aspects, c'est peut-être le fait que tu payes une agence, donc tu as envie que ça aille vite. Parce que tu n'as pas envie de perdre du Mhm. temps, donc de l'argent. Mhm. Donc, tout d'un coup, tout le monde se met en mouvement parce que on paye des externes pour que ça se passe. Mhm. Donc, il y a un côté, ah, ben, on arrange les agendas pour que ça arrange les externes pour aller plus vite. Alors que Mhm. quand tu es en interne, tu as moins cette pression du, ben, tu as un Danielé qui vient et qui fait, oui, bonjour, j'aimerais bien causer avec toi. Oui, super, dans 3 mois. Mhm. Tiens. Alors que quand c'est l'agence, c'est le patron de l'entreprise même qui va dire, on a acheté à une agence qui vienne nous aider, ils ont besoin de te parler, on a une semaine. Ouais. Et du coup, je pense que là, il y a peut-être un premier truc qui est assez intéressant. Mais aussi de voir cet aspect que tu n'as pas en agence, qui est, tu n'as pas l'accès à toute la politique. Ouais. Puis tu n'as pas l'accès aux qui sont les décideurs, mais surtout qui sont les influenceurs dans la boîte. Parce Mhm. que maintenant, en ayant un petit peu quelques mois derrière dans une grosse boîte, ben, ce que tu vois aussi, c'est il y a beaucoup qui passent par des personnes clés qui sont pas forcément des décideurs. Donc, qui C'est sont vrai. des gens qui vont faire passer l'information de la bonne manière ou qui est là depuis pas mal d'années, puis qui dit, si tu veux convaincre lui, eh ben, en fait, ces arguments qui le touchent lui, ben, c'est ces arguments-là. Et ça, Mhm. tu n'y as jamais accès comme agence. Et puis ça, c'est vraiment la richesse que tu peux avoir quand tu es dedans, ouais, clairement. Mhm. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Je pense que ce que vous avez dit, ça rejoint un peu euh, un truc que moi j'observe aussi en ayant vécu les deux, agences et interne à des entreprises. Alors, j'ai pas vécu la start-up, mais j'ai vécu le monde de l'associatif. C'est encore un truc différent. Je pourrais partager quelques, quelques trucs. C'est assez particulier. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant dans les deux cas, ce que vous dites, c'est cette capacité que les entreprises ont. C'est un peu le flot d'informations par où ils transitent va pas être le même en Hmm. fonction de ce qui va générer en fait la prise d'action. Typiquement, quand c'est une agence qui passe, ben il y a déjà eu des décisions qui étaient prises en amont d'allouer un budget à l'agence en question pour un travail donné. Donc déjà, il y a un scope qui est défini en interne, Hmm. ce qui permet aussi de compartimenter l'action qui va être faite, même si derrière l'agence va essayer, comme tu disais, Géraud, de sortir du cadre, essayer de comprendre un peu comment il peut sortir du cadre. La réalité, c'est qu'en interne, il y a déjà un cadre qui a été posé. Et ça Hmm. aide vachement à diriger l'action à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, forcément, les process par lesquels ils vont passer quand il s'agira de l'agence, et même l'information par où elle va transiter va être vachement différent de ce que tu vas pouvoir faire en interne quand tu fais des Hmm. initiatives qui sont liées à un peu du flow continu. Hmm. Et donc, t'as pas les mêmes privilèges face aux informations auxquelles tu as accès, effectivement, mais aussi face aux process auxquels tu as accès. Et je pense que ce que vous touchez du doigt, c'est quelque chose de malheureusement trop vrai, parce que dans les deux cas, en fait, on est pénalisé et avantagé, que ce soit dans un cas ou dans l'autre. Parce qu'aussi bien dans le cas de l'agence, ben, on est avantagé par la rapidité d'action qu'on peut mettre en place, et puis aussi la force de frappe. Mais en même temps, on est paralysé par des fois, on connaît pas la politique interne, et puis bah, un projet qui était super bien sur le papier et qu'on a super bien vendu et tout ça peut mourir un peu de soi une fois commencé à être mis en place, parce que on ne sait pas par où l'information a transité, ça n'a pas convaincu les bonnes personnes, et on ne sait pas, en plus, l'agence, ça ne peut pas vraiment vendre à chaque fois à tout le monde en interne de la même façon, donc il y a des intermédiaires. Et tu parlais de confiance, Géraud, la confiance qu'on a entre les intermédiaires, elle est réciproque, elle doit aller dans les deux sens. Et ça, c'est toujours pas c'est pas souvent vu comme ça, c'est souvent vu comme une relation de bah je paye un prestataire, voilà quoi, c'est dans un sens. On paye un prestataire pour une chose, et puis il nous fournit la chose, et puis voilà, on a eu ce qu'on voulait. Donc ouais,
C'est assez intéressant ce que vous avez amené. Après, est-ce qu'en tant que grande entreprise, est-ce que tu as plus confiance dans quelqu'un de l'interne qui va faire le travail Hmm. ou est-ce que tu as plus confiance en un externe dont tu achètes l'expertise? C'est intéressant ça. Tu vois, Alors, si je peux rebondir vite fait là-dessus, je te laisse la parole, Jérôme, mais moi j'ai vécu ça encore récemment. Je peux te dire que ça dépend vachement du sujet, hein. Ça ok. dépend vachement du sujet. Pour des choses très, on va dire, hands-on, tu vois, le truc vraiment mettre les mains dans le cambouis, ça sera probablement plus de l'interne. Ouais. Pour ce qui est du genre mapping de problématiques internes ou Mhm. conseils stratégiques et tout ça, ils vont être vachement friands. En tout cas, dans les grosses boîtes, ils vont être vachement friands d'aller voir des agences, des agences de consulting spécialisées dans ce genre de trucs. Mhm. Et, et ouais, c'est vachement. Enfin, moi, c'est mon vécu en tout cas. Ça dépend vachement du type de truc. Je sais pas ce que t'en penses, Jérôme. Ouais, et moi, je vais dire un peu la même chose. On a eu cette discussion, c'est drôle, il y a 2 semaines avec une de mes collègues, un petit peu, où je disais que l'entreprise souvent avait plus confiance dans l'agence que dans l'interne. Et puis elle me disait, ah ben non, plutôt l'interne. Elle avait surtout bossé dans des grosses boîtes. Puis moi, j'ai quand même pas mal bossé dans des agences. Et du coup, Mhm. c'est drôle, on avait justement, on n'était pas d'accord. Et puis je suis d'accord avec toi, Kevin. En fait, il y a vraiment des sujets sur lesquels l'externe, il dit un truc qui tout le monde dit, ah ok, il faut faire ça, il faut faire ça. Puis à l'inverse, il y a des moments, l'agence, elle te propose un truc, puis en fait, tu dénigres un peu son travail, puis tu n'as Mm. pas cette relation de confiance. Et je pense que ça, malheureusement, c'est parce que on est arrivé dans une relation aussi client-agence qui est un peu pourrie depuis un Mm. certain temps. Puis alors, en agence de com, dans lequel j'ai bossé, vous pouvez en parler avec eux un moment. Mais il y a un peu ce truc, de toute façon, on construit pas une relation. Vous faites des Mhm. trucs, mais c'est un peu de la commodity. N'importe qui peut Mhm. aussi me faire mon flyer. Du Mhm. coup, ben, c'est au plus offrant. Puis en fait, il n'y a pas de raison que je crée cette relation. Et du Ouais. coup, là, ça fait vraiment une relation. La dernière fois que vous m'avez pris, vous avez parlé d'esclave un peu, tu vois. Donc là, il y a un peu ce truc, allez, vas-y, va faire ce truc que personne ne veut faire. Et Ouais. en effet, C'est, pour d'autres sujets, je ne sais pas si c'est juste le type de sujet ou si c'est aussi parfois l'entreprise qui a eu une bonne relation avec son agence, qui a construit quelque chose et puis du coup qui a plus confiance. De la même façon qu'en interne, si tu n'as pas créé ton réseau en interne, ben, tu peux avoir la meilleure idée du monde, de toute façon, on ne va pas t'écouter. Donc, Mhm. j'ai l'impression que c'est ouais, un peu multifactoriel comme ça. Mais par rapport à ça, moi, je pensais à un truc. Danielé, tu bosses un peu comme une agence en interne, toi, non? En partie. En Ouais. partie, ouais. Donc moi j'ai un peu un rôle de coach quelque part, puis je suis un peu le coach en innovation à l'Armée du Salut, en tout cas pour la Suisse. Et puis du coup, bah moi on vient me chercher pour ah ben voilà on a un problème, puis on va se dire ah bah tiens ça c'est un problème où Daniel peut nous aider. Tu vois. Mhm. Donc là c'est assez intéressant parce que tu as un peu ce double modèle, tu vois où tu as la chance, en tout cas quand c'est comme ça, quand ça vient du bottom-up, tu vois, donc que c'est de en bas, on dit, ah, on a besoin d'un coup de main, puis on va chercher le coach qui est assigné pour ça, puis on va demander si on peut l'avoir. Bah là, tu as vraiment cette relation d'agence quelque part, où tu as cet Mhm. aspect où tu peux dire, eh ben, ok, super, mais la confiance, elle est là. Puis tu as cette confiance externe parce que les gens ne travaillent pas forcément avec toi, te connaissent pas forcément. Puis du coup, il y a ce côté que tu retrouves de quand tu étais en agence où c'est l'externe qui vient, tu vois, puis Mhm. qui vient prêcher la bonne parole. Donc il y a cet aspect-là. Mais après, tu peux avoir complètement l'autre côté de l'interne interne qui est que ben, d'un coup, tu as un projet qui est assigné avec des équipes qui te connaissent déjà. Puis là, du coup, tu as moins cet aspect du gars qui vient prêcher la bonne parole, tu vois. Mhm. Je pense que c'est assez rigolo comme tu peux tout d'un coup te retrouver autant dans le modèle agence, autant dans le modèle interne. Et puis, quelque part là-dedans, il y a aussi un truc qui est assez rigolo qui peut être, que j'utilise pas encore beaucoup aujourd'hui, mais je me dis que je pourrais l'utiliser plus, qui est le fait de, à l'interne, se poser comme un externe. Tu vois, qui est Ouais. le fait de se dire, ah, mais moi là, je viens, mais vous me demandez pour un mandat en particulier. J'ai d'autres mandats, tu vois, comme l'agence qui dit, bah, on a un temps défini pour ça, donc va falloir accélérer, les gars. Tu vois. Puis Mhm. d'utiliser cet aspect-là, la force de l'agence qui vient en externe et puis qui du coup peut demander en fait ou forcer un peu un agenda un peu plus rapide, tu vois. Puis Ouais. d'utiliser ça quand tu es un peu cette agence interne, tu vois. Puis de dire, ah, je suis l'agence interne, donc
en fait, on a un timing qui est donné, on doit faire ça en 3 semaines. C'est comme ça que ça marche quand on le fait. Puis les gens vont faire ah oui, ok. Mais ça marche quand il y a suffisamment de distance, je pense, avec les projets ou avec les personnalités qui, du coup, reconnaissent l'expertise extérieure, quelque part. Mhm. Mais c'est un peu un modèle matriciel. Ce que tu dis là, c'est un peu un modèle matriciel où tu as genre des communautés de pratiques à l'intérieur d'une entreprise et puis ils sont sur des projets ou dans un domaine particulier en général, mais sur certains sujets, on va venir les chercher pour leur connaissance sur certains sujets. On pratique un peu ça aussi enfin, même, c'est comme ça qu'est organisée une bonne partie de là où je travaille. Ouais. Mais c'est un peu différent. Bon, ça reste une banque, il y a des choses qui sont compartimentées quand même, donc on peut pas y échapper, mais ouais, c'est intéressant. Les aspects légaux sont très différents, j'imagine. Du coup, ça crée aussi un timing. Puis ça, je pense que c'est peut-être ça aussi qu'on touche pas forcément, qu'on n'a pas encore touché comme aspect, qui est cet aspect de dire, il y a aussi des industries où c'est très différent. Ouais. Je pense que dès que tu touches au financier, au légal, automatiquement, tout prend beaucoup plus long. Je pense qu'il y a des domaines où, d'un coup, ça peut aller beaucoup plus vite quand même. Et la legacy, c'est quand on dit legacy dans une banque, dans la finance, ou même, je pense, chez les assureurs, ou ce genre de choses, c'est la legacy, c'est un mot écrit en majuscule, bien lourd. Okay. Ouais. Non, parce que, alors, autant les assureurs, je trouve qu'ils ont, dans l'ensemble, assez bien réussi à transitionner sur des modèles un peu plus dire agiles, flexibles et tout ça. Les banques aussi, mais on va dire que c'est pas toujours voilà. Quand on parle de legacy en général, c'est dans une banque, il y a beaucoup d'aspects assez variés et puis on peut pas toujours voilà. Il y a beau y avoir beaucoup d'initiatives en interne, beaucoup d'envie de faire des changements, c'est juste des fois structurellement pas possible, pas du tout possible. Donc et si on revient sur les différences agences et équipes internes, c'est quoi votre sentiment par rapport à la relation client? Et c'est pour ça que je te posais aussi la question tout à l'heure, Daniele. Et toi, tu es parfois une agence interne. Ouais. Et du coup, tu dois gérer ton client. C'est un client interne, mais c'est quand même un client. Est-ce que tu l'approches de la même façon, ton client interne, que quand tu es indep et que tu parles avec tes clients? Bonne question. J'ai l'impression qu'il y a 2-3 différences qui sont le fait que, en termes de relations, tu peux leur donner des tips qu'ils n'ont pas par rapport à des aspects internes. C'est-à-dire que moi, il m'arrive à l'Armée du Salut de connaître 2-3 tips de structure organisationnelle, tu vois, que les gens avec lesquels je travaille n'ont pas forcément. Tu vois. Donc, de pouvoir dire, là, il y a un raccourci qu'on peut prendre, ou là, il y a un frein qui va arriver. Du coup, considérons ce frein. Tu vois, qui du coup dans la relation change beaucoup parce que tu viens un peu comme une personne qui a déjà vécu des processus internes, tu vois, et qui du coup peut donner cette connaissance-là, tu vois. Donc et puis du coup tu fais partie du groupe aussi, tu vois. Puis du coup tu partages aussi la peine, ce qui est très différent que quand tu es une agence où tu partages pas la peine, tu vois. Tu es juste là pour aider, pour aller plus vite, pour aller à l'objectif. Mais si c'est compliqué pour ton client avec le board, finalement, c'est pas vraiment ton problème. Tu vois. Puis donc, je pense que là, il y a quand même un truc qui est assez empathique quand tu es à l'interne, c'est que tu vis le problème avec la personne. En tout cas, beaucoup plus que ce que j'aurais pu vivre en agence, j'ai l'impression. J'aurais même envie de dire que les agences sont des fois... Enfin, personnellement, j'ai vécu ce genre de situation où les agences peuvent être assez condescendantes par rapport aux réalités internes, justement, aux complications, en étant ignorants de comment ça se passe, justement. Ils se rendent pas compte, hein. Je dis pas que c'est intentionnel. Je dis, attention, je prends ça avec je mets des pincettes, hein. Mais des fois, ça peut paraître condescendant comme c'est présenté. Il suffit de faire ça, il vous suffit voilà, parce que vu de l'extérieur, c'est effectivement, paraît ne pas y avoir aucun blocage potentiel qui permettrait de faire X ou Y. Mais en interne, souvent, la réalité est tellement différente que... Ouais. Puis pour des startups, la relation que toi, tu peux avoir dans une startup, elle est très similaire à ce que tu as comme agence, ce qu'on a dans une agence, ou tu vois ça comment, toi, Mais en fait, Géraud? si tu veux, la startup,
Et là, je vais vous parler de startups très early stage, hein, donc vraiment toutes jeunes qui sont. Genre, quand vous parlez de la différence de vitesse entre une grosse boîte et une agence, bah, c'est la même différence de vitesse entre une startup et une agence. Ok. Donc la startup, juste, ça fuse. Et puis, on ne peut pas se permettre d'avoir des latences d'une semaine. En fait, en une semaine, elle a peut-être déjà pivoté, elle a peut-être déjà changé 3 clients. Donc, il y a une vitesse qui est vachement grande. Et moi, quand je coach des startups, je dis toujours à mes clients, finalement, je leur dis, moi, une des choses que je vous vends, c'est la flexibilité. Pour moi, c'est fondamental. Je ne vais pas vous faire un devis sur les 2 prochains mois à, je sais pas, 3 jours par semaine ou je sais pas quoi. Dans 2 mois, vous savez pas qui vous êtes. Ouais. Donc, en fait, surtout ce dont vous avez besoin, c'est d'une extrême flexibilité. Et on a tendance à plutôt planifier des choses d'une semaine sur l'autre avec un contrat cadre à l'heure et puis on se débrouille comme ça. Puis il y a un moment, comme je leur dis, s'ils doivent arrêter parce que d'un coup il n'y a plus de budget ou s'ils changent ou quoi que ce soit, ils me mettent un message. Moi, je pose pas de questions, c'est la règle du jeu. Et puis ils ont besoin de cette méga vitesse, quoi. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très très différent. Et les agences, elles ont beaucoup de mal en fait à bosser avec ça, pour plein de raisons, hein, et souvent des bonnes raisons, mais tu peux pas demander à ton agence, si tu es 15 personnes, à tes 15 gars, en fait, on ne sait pas si la semaine prochaine, on va te donner du job. C'est ça. Donc, du coup, tu es obligé de donner des contrats un peu plus long terme, un peu plus solides, alors que les startups, elles veulent pas de ça. Puis je dis à startup avec qui je bosse, je leur dis, écoutez, moi, j'ai pas de problème, allez avec eux. Ils vous proposent plus de services, il y a plus de spécialistes, blablabla, très très bien. Par contre, assurez-vous juste que la flexibilité est présente. Et ça, c'est vraiment, vraiment fondamental, quelles que soient les activités d'ailleurs, que ce soit pour la finance, du design ou du dev, c'est un peu tout. Ouais, il y a même une forme un côté pratique pour une startup, je pense, d'avoir des gens sur place qui ne sont pas justement de l'agence. C'est que il faut vivre au rythme de la startup pour comprendre comment justement il fonctionne et c'est quoi les enjeux immédiats qu'ils sont obligés de faire, auxquels ils sont obligés de faire face. Et je pense que c'est assez difficile, déjà juste avec la latence qu'il y a d'avoir des gens à l'extérieur de cette réalité, de devoir leur expliquer et puis qui s'alignent là-dessus, qui génèrent quelque chose, que ça revienne en interne, etc., etc. Ce que peut se permettre une grosse boîte parce qu'ils ont l'argent nécessaire, entre guillemets, ils ont le budget pour avoir ces buffers, en fait, qu'une startup ne peut pas avoir. Effectivement, j'imagine, genre un profil freelance qui travaille avec une startup sera vachement plus efficace. Et puis aussi, les startups cherchent des gens qui sont vachement plus couteau suisse. En général, il faut pas faire que du graphic design ou que de la stratégie ou que ce qu'une agence va fournir, c'est-à-dire des spécialistes dans des domaines facilement. Eux, ils ont besoin d'un type qui fait tout, quoi. En gros, si je simplifie. Mais ils ont besoin de gens multifacettes, quoi, qui sont capables de prendre des décisions sur plusieurs sujets assez rapidement. J'imagine, hein. Mais j'ai déjà bossé un peu dans des petites structures, c'était ça, donc. Absolument. Et puis surtout, comme je disais, sur le early stage, quand c'est tout au début, elles ont besoin de ces couteaux suisses, des gens qui peuvent. Moi, je fais pas de finance, mais s'il y a besoin que je leur fasse un fichier Excel pour les aider à faire leur premier budget ou je sais pas quoi, bien sûr, je vais réussir à le faire, quoi. Et là-dessus, il y a aussi quelque chose qui est assez. On parlait tout à l'heure, on a évoqué tout à l'heure le briefing. Une startup, elle n'est pas capable de faire un briefing pour plein de raisons. Un, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, donc ça, c'est le premier problème. Deux, parce qu'elle ne sait pas communiquer avec un externe. Parce qu'en fait, souvent, les fondateurs, c'est des gens qui ont une super idée, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont une connaissance business ou une connaissance vraiment de quels sont les leviers à utiliser. Là où la grosse boîte, elle est beaucoup plus forte pour ça. Elle a des gens, des project managers de design ou quoi que ce soit qui vont pouvoir briefer l'agence. Et c'est vrai que ces startups, c'est très, très difficile pour elles de bosser avec la majorité des agences, en tout cas. Juste en termes excuse-moi, hein, mais juste en termes de structure, aussi si on prend des petites structures, des petites startups ou des grosses boîtes, on va dire les gens qui sont en place, les différents services qui sont en place à l'intérieur d'une entreprise, une grosse boîte, souvent, ils ont les gens qui vont gérer juste les budgets pour des agents, justement. Ils ont les gens qui vont être capables de générer ce genre de brief, comme tu disais.
tout ça, il y a une infrastructure qui est en place qui permet justement de gérer ce genre de choses. Parce qu'une startup, elle a juste pas, et puis elle a pas le temps de faire. De toute manière, c'est pas du tout le but de gérer. Ils sont pas dans le mode de gestion de leur business, ils sont dans le mode de création du business. Donc c'est pas du tout la même logique, effectivement. Et si on reste du coup sur ces différences, dans un des points que tu as mentionné au début, Kevin, dans l'introduction, Ouais. il y a aussi la remontée d'informations. Remontée d'informations, ton designer, tu voulais dire quelque chose? Ouais, excuse-moi, je suis désolé. Mais tu as entièrement raison. Mais juste avant qu'on switch là-dessus, je pense qu'il y a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé. Et après, j'essaie de prendre moins de la parole parce que je sais que je parle beaucoup. Il y a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé et qui, je trouve, est assez clé. C'est le type d'activité qu'on fait en tant que designer quand on est dans une agence, quand on est dans une startup ou quand on est dans une grande entreprise. Parce que moi, je le vois, hein, une agence qui va venir, c'est pour un projet donné. Souvent, il y a une direction qui est donnée, il y a déjà un cadre. Alors qu'un designer en interne, moi, à chaque fois que j'ai commencé dans des entreprises que j'étais en interne, moi, j'ai travaillé sur le fond, quoi, poser les bases pour juste pouvoir faire du design correctement, par exemple, quand il y avait rien, ou aider les équipes qui étaient là à justement mettre tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire juste, par exemple, des user interviews ou avoir un design system pour simplifier certains process, ou ce genre de choses, faire un peu ce qu'on appelle du DevOps, en gros. Qu'une agence va pas faire, par exemple. Une agence va pas faire ce genre de choses. Elle va le faire pour elle-même, mais pas pour son client. C'est assez rare qu'elle le fasse, sauf si je me trompe. Mais et puis une startup, elle va peut-être pas non plus chercher à faire ce genre de choses. Je ne sais pas. Je vous laisse la parole. Donc, tu dis que toi, tu as fait surtout du support quand tu étais en interne, c'est ça qu'on peut dire? Quand je suis arrivé, ouais, c'était plutôt la mise en place de la base pour pouvoir faire du design entre guillemets correctement. Ouais. Quoi. Et après, c'était les agences qui faisaient le design dessus ou c'était des internes? C'était dépendait, soit des agences, soit des internes. Écoute, là-dessus, je pense que ça dépend de qui tu es, de quelle est la phase dans laquelle tu arrives dans la boîte, face à la maturité par rapport au design. Moi, j'ai fait ça avant, je faisais du dev, j'ai fait ça sur le dev iOS, c'est juste mettre tout au propre dans le passé parce que c'était pas, enfin, tu vois, parce que j'étais interne. Et du coup, je suis pas sûr de pouvoir généraliser. Là, chez Roman Énergie, j'ai fait un peu des deux et du support. Okay. Et maintenant, on fait des trucs plus verticaux. Maintenant, on a des choses qui sont plus en place. Là où je te rejoins, la startup, elle ne va pas commencer à mettre des choses en place trop vite, en tout cas. Tant qu'il n'y a pas 2-3 trucs qui ont été réglés avant, il n'y a rien qui va être consolidé. Et puis il faudra vivre avec le bordel. Puis en fait, ça va, quoi. C'est ça. Ouais, je sais pas, je suis pas convaincu qu'il y ait comme tu dis, je suis pas convaincu qu'il y ait forcément une différence absolue entre le type d'activité, entre une start-up, une entreprise, ouais, je sais pas, ou une agence, dans le sens, j'ai pas l'impression, par exemple, dans mon expérience très personnelle, j'ai pas l'impression que ce que je fais aujourd'hui à l'Armée du Salut est très différent de ce que je faisais en agence. Je fais moins d'opérationnel aujourd'hui que ce que je faisais en agence. Tu vois, donc je fais moins d'implémentation parce que les équipes peuvent le faire elles-mêmes en fait. Tu vois. Ouais. Puis j'apprends aux équipes à le faire. Tu vois. Ouais. Donc c'est très différent. Ou avant en agence on vendait le côté on fait tout. Tu vois. Donc je pense que ça dépend aussi de beaucoup de l'agence et du type de relation, de qu'est-ce qui est acheté. Puis du moment où, justement aussi au moment où dans lequel tu arrives. Si tu arrives justement dans une situation où il faut refaire les bases, en tant que designer, tu vas refaire les bases. Peut-être qu'il y a déjà des bonnes bases, et puis du coup, ton boulot sera plutôt de pousser. Donc je pense que c'est plutôt la question de la temporalité, puis du moment où, en tant que designer, tu vas sentir le moment, puis tu vas dire, ah, mais là, il y a besoin que je prenne ce rôle-là, en fait. Oui, bien sûr. Et puis du coup, je réagis par rapport aux besoins, et puis du coup, de me dire, ah voilà, c'est ça qu'il va y avoir besoin. La même chose pour une startup. Je pense que tu peux arriver dans une startup qui a déjà bien revu ses bases, et puis qui a juste besoin d'un truc très, 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 très spécifique, et puis elle vient t'acheter du temps pour un truc très spécifique. Je pense que c'est un peu tordu comme réponse, mais je pense que c'est vraiment la question du besoin du moment qui change ta manière de travailler, puis surtout de quelles activités de design tu vas faire en fait. Ouais, Daniel, donc tu parles de la temporalité clairement, et puis toi de ce que tu es capable de faire. Tu arrives, tu es graphiste,
On va pas te mettre sur, je sais pas quel sujet. Ouais. Mais tu vois, au même titre qu'il y a des différences, une entreprise, elle fait de la gestion de son business model, qu'une startup fait plutôt de la création du business model, alors qu'une agence, elle va plutôt faire de la vente de ce qu'elle est, de ses capacités. Je sais pas. Hein, encore une fois, j'entends ce que vous dites. Je comprends que, ouais, effectivement, comme vous dites, il y a des besoins qui seront différents. Ça va dépendre du contexte. Mais j'ai l'impression personnellement que quand t'es interne à une entreprise, t'es vachement plus dans un mode où tu veux justement pouvoir gérer le design, que ça soit quelque chose que tu sois capable de maîtriser quand tu es dans une entreprise, ce que tu n'es pas forcément à chercher quand tu es une agence. Tu vends des capacités, après que l'entreprise, et je pense qu'on va pouvoir transitionner gentiment sur la connaissance, justement, comment tu montes la connaissance, mais tu vois, justement, que l'entreprise en fasse quelque chose sur lequel elle est capable de s'asseoir sur du long terme. C'est pas vraiment la problématique d'une agence a priori, j'ai envie de dire. C'est vrai. Ouais. Mais disons que l'agence, elle est là pour livrer le brief qui lui a été donné. C'est ça. Et puis, elle a un contrat qui est, je dois finir, si possible, avec moins d'heures que ce qu'il y a dans le contrat. C'est ça. Mais ce qui est vrai, non, ce qui est normal. Puis c'est comme ça qu'on. Puis c'est pas négatif. Hein. Clairement, je vois pas ça comme négatif. La structure, c'est celle-là, c'est de dire, je dois livrer dans le nombre d'heures qui m'a été assigné ce qu'on m'a demandé. Après, je n'ai pas la responsabilité de faire que ça marche. Et de faire que à l'interne, les gens vont réussir à se transmettre les infos et ça. Tu fais confiance à la personne qui t'achète pour qu'elle le fasse. En tout cas, c'est comme ça que souvent une agence peut le faire. Du coup, faire remonter la connaissance, c'est une bonne question. Est-ce que tu peux faire remonter la connaissance en tant qu'agence quand tu es externe? Il y a des agences qui sont payées juste pour ça, hein, pour aller produire de la connaissance, typiquement faire des tests utilisateurs, faire de la recherche utilisateur, faire je ne sais pas quelle méthode, et de te produire des rapports de voilà ce qui se passe dans ton marché. Oui. Mais du coup, elles le livrent à celui qui l'a acheté. Elles vont pas faire l'effort de dire par contre, ce qu'on a trouvé là, ça intéresserait beaucoup votre département XY. Alors, on est dans la production de connaissances, pas dans la dissémination. Puis du coup, dans une entreprise comme Roman d'énergie, vous, quand vous découvrez quelque chose, puis vous dites tiens là on a fait des tests utilisateurs, on a fait de la recherche, on a découvert quelque chose pour un projet spécifique, mais cette info en fait serait vachement intéressante pour cet autre domaine. Est-ce que vous avez des processus qui vous permettent de faire ce transfert de connaissances? Vous as de l'expérience sur voilà, dans un projet passé, je l'ai fait de cette manière-là. C'est quelque chose que vous faites? On aimerait, c'est un des sujets à l'agenda, mais c'est vachement dur. Pour plein de raisons. Hein. Déjà, des deux côtés, du côté de ceux qui produisent la connaissance, que ce soit nous ou que ce soit d'autres, hein, en fait, tu produis pour ton projet. Et puis, en fait, tu as ton projet qui avance, puis tu dois avancer avec ton projet, et puis c'est un certain effort de transmettre cette connaissance. Ça, c'est un des côtés de la communication. L'autre côté, quand tu es celui qui reçoit, en fait, on est tellement sollicité par plein de choses que c'est difficile de récupérer et d'intégrer toute la connaissance qu'on t'offre ou qui t'est mise à disposition. Et là, moi aussi, hein, de mon côté, quand on balance des trucs, ce serait trop cool, quand c'est ton 10e mail dans la journée, ce serait trop cool, qu'est-ce que, peut-être c'est le 10e qui t'intéresse et le numéro 3, 4 et 7, c'est pas très intéressant pour toi. Mais en même temps, de l'autre côté, c'est difficile de savoir qui est la bonne personne avec. Voilà. Donc, du coup, on aimerait faire mieux. Je te pose cette question parce que j'ai le même problème. Et puis du coup, il y a un côté de me dire mais est-ce que quelqu'un a trouvé la réponse magique à ce problème qui m'a l'air d'être un problème un peu classique, qui est de dire mais voilà, tu fais un projet, tu apprends quelque chose, tu as l'impression que c'est intéressant pour d'autres, mais en même temps, tu as déjà le prochain projet qui commence. C'est ça. Et du coup, j'ai envie de te dire, quand il y a magie qui répond dans la même phrase, c'est général. Mais un des éléments, on l'a évoqué juste avant, c'est les groupes de pratiques qui doivent être un peu thématiques.
et je pense que ça revient à des sujets qui sont assez lointains de structure et d'organisation d'entreprise. Ouais. Quand ta boîte est organisée, eh ben, c'est plus ou moins facile de transmettre de la connaissance, ou c'est plus ou moins facile de regrouper ensemble les bonnes personnes à qui tu veux transmettre. Ok. Typiquement, alors je vais prendre un autre cas, Chromon Energy, mais dans une boîte qui sert 5 types de clients, avec 10 produits, en fait, peut-être que tu pourrais faire soit des groupes de pratiques par produit, soit des groupes de pratiques par client, mais pas forcément des trucs qui sont liés, je ne sais pas, au légal ou peut-être par exemple la chaîne de production qui sert un certain type de client, elle a des retours, que le call center a des retours, que l'équipe de vente a des retours, et que c'est toutes ces mêmes personnes qui sont peut-être en contact avec ces clients qui doivent être mis ensemble pour consolider la connaissance et se la partager. Là où si tu as une organisation qui est la prod, la vente, séparée, en fait, au sein de la prod, bien sûr que tu transmets de l'info. Comment marche la machine, bien sûr qu'au sein de la vente, tu transmets des trucs, mais tu as moins ce truc transversal. J'ai même envie de dire que tu crées, il se passe un truc souvent dans les entreprises qui ont des compartiments entre les différents services et départements, ce genre de choses. C'est que il y a des mythes qui se créent autour de ce que croient les autres. Et ça a tendance même à ou juste même créer de la connaissance, imaginer de ce que pensent qu'on sait que les autres savent, par exemple. Donc on imagine ce que pensent les autres. Et ça se produit bien plus souvent que ce qu'on peut croire. Et ça alimente aussi des fois des tensions qu'il peut y avoir ou des mécompréhensions parce qu'ils vont utiliser ils veulent parler de la même chose mais ils vont pas en parler de la même façon. Et puis et tout ça, ça pose la question de comment on crée l'espace et le temps. Je pense que ça, c'est tellement clé dans le partage de connaissances, c'est d'avoir du temps pour partager déjà et avoir un espace pour le faire. Et ça paraît con dit comme ça, mais après, ça peut se transformer en il y a plein de formats. Nous, on a testé de partager de la connaissance dans ils organisent par exemple dans ma boîte des foires agiles ou ce genre de choses, ou des événements où ils présentent des projets qui sont en cours, où on a pu bénéficier aussi de gens qui sont un peu plus haut placés, qui ont participé à des projets, qui avaient des meetings entre différents départements, de pouvoir venir présenter des choses. Voilà, tout ça, c'est des moments où on peut faire. Mais le format était à chaque fois différent. Aussi des espaces contemplatifs. Moi, je trouve que c'est intéressant de se dire, on crée une pièce là, et puis on y met de l'information, puis les gens qui sont intéressés, ils vont y voir. Et souvent, il y a des réseaux intéressants dans les entreprises de gens qui ont des centres d'intérêt qui sont communs, mais qui bossent à des endroits complètement différents. Et est-ce que ça peut, on peut converger justement sur des connaissances partagées, alors qu'ils sont à des bouts d'entreprises complètement éloignés. Et je trouve que ce genre de moment peut permettre ce genre de transfert d'informations. Parce que malheureusement, par exemple, la foire agile s'adresse souvent à l'IT. Et ça sera souvent que des gens de l'IT qui vont venir ou des gens qui sont proches de l'IT. Et donc, ça reste un peu l'entre-soi où c'est des gens qui partagent déjà des connaissances partagées sur des sujets partagés qui vont venir, par exemple. Je pense que là, il y a quelque chose il y a 2 tips hyper simples, mais très puissants, qui est cette notion du temps de dire, est-ce que je dois allouer à l'interne ou à l'externe, ça va pour les deux, est-ce que je dois allouer du temps pour la transmission de l'information? C'est-à-dire, à la fin du projet, j'ai encore un certain temps à disposition pour faire mes efforts de communication qui permettent d'amener ce projet plus loin, tu vois, ou d'amener des infos qui sont venues du projet plus loin. Donc, je pense que ça, c'est le premier tip, de réfléchir à ça, peut-être aussi de se dire, mais est-ce qu'on doit allouer du temps à ça? Puis le deuxième, qui est de dire, mais il y a déjà des groupes qui se retrouvent, c'est lesquels? Ils sont où? Qui c'est qui peut inviter? Tu vois? Puis bon, ça, c'est un truc tout bête que je fais de temps en temps au sein de l'Armée du Salut, où il y a des groupes donnés qui se retrouvent, donc c'est des groupes thématiques. Puis en fait, si tu sais pas que ces groupes thématiques existent, tu vas te faire un monstre effort pour essayer d'organiser quelque chose pour que les gens se retrouvent, alors qu'ils se retrouvent déjà. Sauf qu'ils se retrouvent peut-être pour parler d'autre chose.
Mais si tu es bien connecté dans l'entreprise, tu peux souvent dire, hey, j'ai un sujet super intéressant, ça me ferait plaisir d'en parler, c'est 2 minutes, et puis après, ça me ferait juste plaisir de pouvoir voir les gens pour le café. Tu vois. Mm. Alors oui, du coup, tu dois venir toute une matinée pour pouvoir échanger ton information pendant 2 minutes, mais c'est surtout le temps de café qui se passe après où les gens viennent te poser des questions et disent ah mais c'est intéressant ça, oui, ah, mais on pourrait utiliser, comment est-ce qu'on pourrait faire? Puis du coup, je pense qu'il y a ces 2 tips qui sont très pratiques. Un, comment booker du temps pour après, puis deux, comment repérer les organisations ou les sous-groupes où on peut aller transmettre cette information. Mais j'ai envie de dire, il y a des cercles concentriques de qui tu vises dans ton transfert de knowledge. Hein, parce que moi, j'ai envie de dire, il y a déjà créé de la connaissance au sein même de l'équipe avec Oui. qui tu travailles. Et je pense que c'est bon, ça, c'est le truc qui paraît assez évident, Oui. mais c'est pas toujours bien réussi. Donc, justement, comment tu crées cette connaissance partagée au sein même des gens? Parce qu'on dit équipe, souvent, ça donne l'impression que ces gens, ils travaillent toujours tous ensemble en même temps sur le même sujet. Moi, je travaille avec des gens, ils travaillent sur plein de sujets différents et pas en même temps. Et donc, et même des fois, en termes de rythme, il y en a qui bossent en mode de sprint de 2 semaines, d'autres qui bossent pas du tout sur ce genre de modèle. Donc, ils ont des temps de travail complètement différents. Comment tu crées de la connaissance partagée juste à ce niveau-là, qui paraît être le niveau primaire, quoi. Et après, comment tu partages au plus loin cette connaissance? Et après, comment tu transformes cette connaissance en quelque chose de concret sur lequel les gens peuvent se reposer. Genre, typiquement, on a fait un travail, un workshop sur comment faire des interviews, par exemple. On a créé un modèle avec des gens de l'entreprise, donc des gens qui ont les mots que les autres utilisent dans leur domaine de compétences, et ils ont créé leur propre modèle pour faire des interviews. Et ça leur donne en fait de la capacité à être autonome sur ce genre de sujet. J'ai pas besoin d'être là avec eux dès qu'ils veulent faire ce genre de choses. Et là, on a acté de la connaissance sur quelque chose de concret. Ils ont travaillé dessus, donc ils savent qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ce modèle-là. Ils sont capables de le prendre, de l'utiliser. Et moi, ils ont plus besoin de me parler après, entre guillemets. Ils peuvent être autonomes là-dessus. Et ça, je pense, c'est la next step. C'est pas juste transmettre de l'information, mais c'est comment tu la transformes en quelque chose où les gens ils vont construire dessus. Ouais. Ça, c'est encore plus difficile, je pense. Mais tu vois, tu parlais des cercles concentriques. Il y a l'équipe, après il y a l'entreprise, Ouais. et puis si on reste dans ces populations, hein, pour moi il y a l'externe. Et ce qui me gêne fondamentalement, c'est que c'est plus facile de partager à l'externe que partager avec l'entreprise, avec C'est les bonnes vrai. personnes dans l'entreprise. C'est vrai. L'exercice qu'on est en train de faire là, les trois en ce moment, en fait, on est en train de partager de la connaissance, échanger. Alors, on n'appartient pas à la même boîte, quoi. Non, c'est clairement pas. facile, peut-être, dans certains contextes, d'échanger là les trois, de mettre ça public, de l'enregistrer, de le mettre public online, pour que d'autres gens qui appartiennent pas à nos entreprises respectives y aient accès, plutôt que transmettre peut-être la même connaissance dans le même format en interne à l'entreprise. Mais sache que c'est une stratégie, ça. Hein. Tu peux très bien dire que tu veux faire gagner de la connaissance en interne en utilisant l'externe. Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'ai exploré et que je trouve super intéressant. C'est justement bénéficier de la facilité, entre guillemets, de pouvoir parler à l'extérieur, entre guillemets, et d'échanger à l'extérieur, et de s'appuyer sur ce que tu as créé à l'extérieur pour dire en interne, regardez, il se passe ça sur la base de ce qu'on a fait, et de permettre de récupérer cette information après à l'intérieur. Parce que, comme tu dis, c'est très vrai. C'est souvent plus facile d'échanger à l'extérieur que d'échanger en interne, c'est vrai. Et c'est lié voilà, comme tu disais, aux structures, aux réseaux qui existent en interne, de comment l'information s'échange. Ouais. Et puis aux freins aussi, aux contraintes. Et de ce qui est valorisé. Tout à fait, ouais. Mais des objectifs annuels aux gens qui doivent partager de l'information avec l'intérieur de l'entreprise, je peux t'assurer que d'un coup, tout le monde va se parler. Hein. C'est clair. Ça, c'est vrai. Ouais. Du coup, ça serait quoi un objectif comme ça qu'on pourrait mettre? Tu vois, un truc. Ça serait quoi un truc qui stimulerait soit cet échange de l'interne vers l'externe, tu vois, qui du coup nourrit aussi l'interne, ou c'est quoi qui serait une incentive ou un objectif ou quelque chose qui fait qu'à l'interne, on serait plus motivé, plus poussé à partager? Alors, par rapport J'ai pas la réponse, hein, évidemment. par rapport à ta première question, moi, pendant un moment, j'avais comme objectif d'aller à un meet-up par mois. Ouais. Donc là, c'est purement interne-externe. Ouais.
Et bon, il se trouve que c'était un truc que je faisais sans avoir l'objectif, donc c'était facile. Mais néanmoins, c'était un vrai truc de se dire, bah voilà, tous les mois, tu rencontres des gens, tu apprends et tu partages, quoi, Hmm. à l'extérieur. Ouais. Hmm. Bon, après, un autre truc qui peut être intéressant, c'est quand tu essaies de construire ta stratégie de ton domaine dans l'entreprise. Par exemple, si tu es, l'équipe design, tu fais partie de l'équipe design, tu as probablement une stratégie pour développer le design dans l'entreprise. Bah, pour moi, ça fait partie des objectifs de ta stratégie en tant qu'équipe, de développement, de rayonnement de ton activité dans l'entreprise, que de t'assurer que il y a des choses qui transitent vers l'intérieur de l'entreprise, vers l'extérieur de l'équipe, mais de l'extérieur je vais y arriver, vers l'extérieur de l'équipe et Ouais. à l'intérieur de l'entreprise. Et du coup, pour ça, il faut, je pense que si c'est dans la stratégie, c'est aussi dans les objectifs de l'équipe qui est de s'assurer que la stratégie elle est correctement appliquée, à chacun à leur niveau. Après, concrètement, dire qu'est-ce qu'il faudrait mettre comme truc sur la liste des trucs à checker pour la fin de l'année, je pense que ça dépend vachement du domaine dans lequel tu travailles, de la maturité de ton entreprise. Sur certains sujets, je sais pas, ça serait difficile à. Parce que quand je vois par exemple ce que font des gens comme Spotify avec ou Airbnb avec leur site spécifique pour le design, donc par exemple pour Spotify c'est Spotify.design je crois, Ouais. où vraiment il y a des cas d'études, donc tout ce qui est pas sous NDA évidemment, hein, tout ce qui est pas forcément ce qui sont OK qu'on copie, tu vois. Mais je me dis mais tu vois ça a un double intérêt dans le sens que ça positionne l'entreprise dans le marché en montrant, voilà, on a une connaissance, on a une vraie réflexion sur le sujet, mais aussi, je me demande à quel point pour l'interne c'est utile, tu vois, dans le sens de se dire, ah, mais en fait, à l'interne, tu peux aller sur Spotify.design et puis tu peux apprendre des choses, tu vois. Je me pose la question, est-ce que en tant qu'entreprise ou en tant qu'équipe de design ou qu'en équipe tout court, hein, est-ce que tu devrais avoir cette volonté de dire, mais on devrait faire des case studies comme le fait une agence, tu vois, mais à l'interne, tu vas te dire, on fait le cas d'étude de ce qu'on a fait et on le publie pour que aussi d'autres puissent le lire, mais aussi à l'externe. Ça, vous le sentez comment? Je souffle, mais c'est une excellente idée. Non, non, mais je sais que c'est Bon, j'ai l'impression que tu as vu le temps que ça prend, puis tu fais, oh merde. ouais, parce qu'en fait, on a déjà essayé de le faire. Ouais. Ok. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu es quelqu'un qui fait de la com, qui est dédié Ouais. Ça. et qui le fait. Et je pense que pour Spotify, pour Airbnb, C'est ça, ils ont des équipes. gov.uk, c'est incroyable ce qu'ils font aussi. Incroyable, ouais. C'est ça. Mais à la fin, tu as une équipe qui fait ça. Alors, Ouais. comme tu dis, comme tu as un double objectif, un objectif interne d'apprentissage, mais un objectif externe de marketing, Ouais. ben, tu sais où mettre le budget. C'est ça. Tes ressources. Tu t'en sors encore assez bien. Mais une boîte d'une plus petite taille Compliqué, hein. ne cherche pas à prendre un territoire autour du design. Ouais. C'est ça. On voit la maturité aussi, hein. Je veux dire, les boîtes que tu viens de citer, c'est des boîtes qui sont réputées pour ça. Ils ont une réputation. Donc, la maturité en interne, déjà, même au niveau top management, ces notions-là le design dans l'entreprise, c'est important. C'est quelque chose, je pense pas ils doivent peut-être le défendre au cas par cas, mais c'est pas un sujet, genre, ils sont pas mis dans le fond, là, de la pièce en disant, non, mais le design, de toute façon, ça vient à la fin, quoi. Et ça leur permet aussi, ce genre de site public, d'attirer des talents. C'est une forme de marque employeur de faire ce genre de choses. Donc ça fait du sens par rapport à leur historique et puis leur niveau de maturité. Je pense pour des entreprises moins matures, je vais te dire, hein, moi je l'ai fait à chaque fois que j'arrivais quelque part, je l'ai poussé pour qu'on communique vers l'extérieur aussi ce qu'on fait, ce qu'on peut communiquer, qu'on le fasse. Parce que, comme j'ai dit, hein, je pense que aller vers l'extérieur pour ramener vers l'intérieur, c'est une bonne stratégie. C'est effectivement plus facile de communiquer vers l'extérieur. Si tant est qu'on te laisse le faire, ça c'est encore un autre sujet. Alors déjà, il faut que tu puisses le faire, et puis après, il faut que tu aies le temps pour le faire. Parce que quand tu es juste une équipe, quand tu es l'équipe de designers à toi tout seul, ou que tu es deux ou trois, il y a déjà tellement à faire sur les projets que voilà,
c'est pas toujours Mais évident. c'est là où Alors il y a une après, tension. tu peux mettre en place régulièrement, tu te dis, bah, on peut prendre tous les mois ou tous les 2 mois Ouais. du temps pour faire un summary de ce qu'on a travaillé, sur quoi on a travaillé, commencer à poser les bases d'un case Mhm. study, et puis de le formaliser, histoire qu'on soit prêt à pouvoir présenter des trucs quand on nous le demande, quoi. Ça, c'est quelque chose que je pense c'est une bonne pratique, mais Ouais. tout le monde n'a pas cette opportunité, je dirais. Mais c'est là que je trouve qu'il y a une tension super intéressante, qui est le fait que, à la fois, je pense qu'on reconnaît tous le fait que faire remonter la connaissance à l'interne, ça a une valeur immense. Hmm. Tu vois, puis je crois qu'il n'y a personne qui va te dire, ah ouais, non, je trouve ça débile, tu vois. Mais en même temps, de l'autre côté, on va dire, oui, mais bon, faire des projets, c'est plus important. Tu vois. Bah, on Et parle puis, pas l'argent, quoi, hein, c'est ça. tu vois, ouais, mais c'est ça, mais c'est intéressant parce qu'en même temps, si tu faisais remonter la connaissance, alors ça part du postulat que les gens, une fois qu'ils ont la connaissance, c'est Ouais, une connaissance qui est actionnable, tu vois. ouais. Mais si on dit, voilà, c'est une connaissance qui est dans un format qui est utile, qui est actionnable, que les gens peuvent en faire quelque chose et qui les rend indépendants, en fait, tu aurais meilleur temps de faire un petit peu moins de projets, puis de faire un projet, de travailler beaucoup sur comment le transmettre plus loin. C'est clair. Mais par contre, ça semble très contre-intuitif parce que tu vas te dire, oui, mais si tu fais ça, tu bosses pas. C'est autant contre-intuitif que de dire aux gens travailler un jour de moins et Voilà. les gens travaillent plus, quoi. Je veux dire, c'est du même ordre, je pense. Ouais. Mais tu as raison. Je pense que c'est la valeur, la valeur est pas financière de Ouais. ce dont on est en train de parler. Elle est immatérielle et je pense que sans ça, c'est quelque chose de difficilement quantifiable. Ouais. Et je pense que les conséquences indirectes que ça peut avoir potentiellement peuvent être énormes, financièrement parlant. C'est-à-dire que ça peut générer des trucs que jamais on l'aurait imaginé. Mhm. Mais c'est tablé sur l'incertitude. Et on sait à quel point les grosses entreprises sont pas fortes là-dedans. Donc, Ah, mais je trouve intéressant, ça me provoque bien dans le sens de me dire, je repars en tout cas de cette conversation en me disant, ah, il faudrait que je bosse un peu plus là-dessus. Il y a un potentiel que j'attrape pas encore. Ouais. Puis pour vous, ça serait quoi? Parce qu'on arrive gentiment au temps donné. ouais. Si vous repartez avec un élément où vous dites, mais tiens, ça c'est, en ayant eu cette conversation, ça c'est quelque chose qui me provoque, c'est quelque chose qui me titille, euh, qui est basé un peu sur cette conversation. Qu'est-ce que ça serait? Euh, Commençons par notre invité, évidemment. Bien sûr. Merci. Non, mais moi, c'est ce que tu disais, Kevin, tout à l'heure, en disant que tu as une stratégie de dissémination de la connaissance et puis qui commence par tu pousses un maximum de trucs à l'externe pour que ça Hmm. tombe en interne. De nouveau, c'est contre-intuitif. Il faut s'assurer que les formats soient les bons et tout ça, mais peut-être qu'en effet, c'est quelque chose qui peut être utilisé. Je produis une certaine quantité de contenu, euh, moins que d'autres ici présents, mais je produis un certain contenu et puis comment est-ce que c'est réintégré en interne? Ouais. Grand chef, Kevin. Qu'est-ce que tu retires, toi? C'est quoi Euh, Parce que là, d'un côté, on a ce côté très, voilà, contre-intuitif, communique vers l'externe pour communiquer vers l'interne, tu vois, puis du coup, mhm. d'offrir le temps, de prendre le temps pour ça. Est-ce qu'il y a un autre élément, toi, que tu retires de cette conversation, que tu fais, ah, bah, tiens, ça me provoque. Hmm. Non, alors déjà, je suis content d'avoir échangé sur ce sujet-là parce que moi, j'avais une idée des expériences que j'avais assez personnelles voilà, du rôle des agences, par exemple, sur certains sujets, ou ce genre de choses. Donc, ça a permis de mettre en perspective un peu ça et Ouais. c'est super intéressant. Euh, ouais, je pense mais ça, c'est quelque chose que sans vouloir me vanter, que je savais déjà voilà, que c'est important de communiquer. C'est un travail, enfin, c'est un truc que je trouve hyper important et que j'essaye déjà de faire. Et aussi de convaincre sur des succès passés qui n'ont rien à voir avec le fait de communiquer l'information, mais d'utiliser ça comme moyen de convaincre des gens qu'il faut prendre du temps pour le faire. Ça, c'est un truc, voilà. Mais, mais non, alors je pense que ouais, dans les éléments clés, je pense qu'on a bien mis en lumière qu'il y a des différences d'information, comment elle va transiter l'information et les processus qui vont s'actionner vont être assez différents en fonction de si on est de l'externe ou si on est de l'interne. Et je pense que c'est tellement, ça se reflète tellement
quand tu as vécu les deux mondes, tu le sais, Mm. intuitivement, tu le sais que tu n'as pas affaire au même processus face à toi et en même temps pas aux mêmes contraintes. Je pense que ça, c'est super intéressant. Et puis oui, et puis l'importance des réseaux. Je pense que ça Mm. soit aussi bien à l'extérieur, comme on en a parlé, qu'à l'intérieur. Et comment on peut bénéficier de ces réseaux, qu'ils soient directs ou indirects. Des fois, on est surpris. Et je pense que pour ça, faut être sensible sur ce genre de choses. Et puis ça se développe, hein, ce genre de sensibilité. Et puis voilà, de chercher à trouver des connexions sur certains sujets. Ouais. Mm. Magnifique. Et j'ai l'impression que, pour moi en tout cas, de nouveau, une bonne provocation, des bonnes choses apprises. Et puis, j'aime bien ce fait qu'on ait dépassé le discours classique qui irait soit le in-house c'est de la merde ou les agences c'est de la merde, mais de voir aussi qu'il y a des forces et des faiblesses dans les deux. Mm. Et puis qu'elles peuvent aussi être différentes par rapport à une certaine temporalité. Puis je trouve vraiment aussi chouette de voir ces différences de vitesse, ces différences de confiance qu'on peut avoir. Puis de ne pas forcément être dans ce discours du l'un est mieux que l'autre, mais plutôt de voir il y a un qui est plus adapté que l'autre à un certain moment. Ouais. Cool. Messieurs, un grand merci. Puis surtout, un Merci. grand merci à notre Géraud international. Yes. J'aimerais juste dire un truc par rapport à ça, c'est qu'il a fait un super talk au Service Design Drinks de Berlin, qui est sur YouTube. Ouais. Donc, si vous tapez Service Design Drinks Berlin, vous pouvez trouver son talk, qui est vraiment sympa, où il partage aussi des expériences par rapport à ce qu'il fait chez Roman d'Énergie. Allez voir. Ouais. Vous aurez l'occasion de m'écouter parler anglais. En plus, alors ça, c'est à ne pas rater. Magnifique. Un grand merci en tout cas. Ouais. Merci Messieurs. à vous. Hein. Merci à vous. Des bisous. Des bisous.